Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama toutes les semaines. Aujourd'hui, on vous parle des métaux stratégiques et des métaux qui sont nécessaires à la transition énergétique avec vous, Benjamin Louvet. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest AM. On en parle souvent ici, mais voilà, il faut continuer à en parler, d'autant qu'il y a de l'actualité. Lithium, nickel, cuivre et j'en oublie. On rappelle, il faut le dire, il n'y a pas de batterie électrique, il n'y a pas d'éoliennes, il n'y a pas de panneaux solaires sans tous ces métaux, tous ces minerais de la transition énergétique. Oui, il y a une phrase qui résume tout, c'est « No metals, no transition ». Ouais. Si on n'a pas de métaux, on ne fabrique pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil. Il faut un transformateur pour convertir cette énergie en électricité. Ce transformateur, il faut le fabriquer. Et donc, dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans une seule éolienne, dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans un panneau solaire, vous avez 80% du poids du panneau solaire, c'est de l'aluminium. Vous avez de l'argent, en toute petite quantité, mais on produit tellement de panneaux solaires. L'argent est un très bon représentant du bouleversement qu'entraîne la transition énergétique. En 2010, l'industrie du solaire balbutiait, l'industrie de la voiture électrique balbutiait. Il faut de l'argent parce que c'est le métal qui conduit le mieux l'électricité pour produire des panneaux solaires ou pour produire des packs de batteries de voitures électriques. L'année dernière, ces deux secteurs ensemble ont représenté plus de 26% de la demande mondiale d'argent, alors que c'était zéro en 2010. Cette année, ces deux secteurs ensemble, David, devraient représenter plus d'un tiers de la demande mondiale d'argent. Donc vous avez un secteur qui n'existait pas il y a 10 ans, qui consomme aujourd'hui un tiers de la production d'argent annuel. Et on n'est qu'au début, puisqu'on sait que si on veut tenir les objectifs de l'accord de Paris, il va falloir encore doubler la capacité solaire qu'on installe chaque année. Et il va falloir multiplier par 6 les ventes de véhicules électriques chaque année. Et donc on aura 2030. besoin... Donc il va falloir encore plus d'argent, encore plus de cuivre, encore plus de lithium, encore plus d'aluminium. Et tous ces métaux, aujourd'hui, commencent à être stressés. On le voit, le prix des métaux est reparti à la hausse. Notamment, le prix du cuivre vient de dépasser les 10 000 $ la tonne, ce qui n'était pas arrivé depuis début 2022. Du côté de la demande, les perspectives de demande pour ces métaux, pour ces minerais, sont prévisibles et assez incroyables à horizon 2030. Oui, alors, elles sont prévisibles dans une certaine mesure, David. Il y a en fait... cette nouvelle demande va venir de toutes ces technologies bas carbone qu'il faut développer pour réaliser la transition énergétique. Mais dans ces technologies, il y a des degrés de maturité qui sont différents. Et ça, c'est extrêmement important pour ce qui est de la prévisibilité de la demande de métaux. Je m'explique. Vous avez les éoliennes. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions sur comment on fait une éolienne. Ce sont des pales avec un mât. Et à l'intérieur, vous avez un alternateur qui est en cuivre. D'accord ? Donc, on sait assez bien les métaux dont on va avoir besoin et la quantité dont on va avoir besoin. Dans le domaine des panneaux solaires, c'est pareil. Il y a des améliorations à la marge, mais grosso modo, le process de fonctionnement d'un panneau solaire est assez abouti. Vous avez d'autres technologies qui sont beaucoup moins matures. On va parler évidemment en premier de la voiture électrique. La batterie de la voiture électrique fait encore l'objet d'énormément de recherche et de développement et d'études sur la chimie des batteries. Donc aujourd'hui, la batterie dominante est une batterie où la cathode est en nickel, en manganèse et en cobalt. Mais vous avez une autre batterie qui fonctionne avec du lithium, du fer et du phosphate, dont les caractéristiques s'améliorent. Vous avez la batterie sodium-ion, qui est beaucoup moins performante, mais qui permet peut-être de faire des petits véhicules à moindre coût. Donc, la quantité de métaux qui vont être nécessaires pour les batteries est moins certaine. Et puis, vous avez une autre technologie, c'est l'hydrogène, le développement de l'hydrogène vert qu'on veut développer par électrolyse de l'eau, puis ensuite utilisation de cet hydrogène grâce à des piles à combustible, qui utilisent beaucoup de platine et de nickel. Mais cette technologie-là, elle a un autre problème de maturité, c'est un problème de maturité politique. Vous avez un peu la problématique de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que les clients disent « nous, on veut bien consommer de l'hydrogène, mais il faut qu'il y ait de la production ». Et les producteurs disent « nous, on veut bien produire de l'hydrogène propre, mais il faut qu'il y ait des contrats ». Et donc, aujourd'hui, les politiques sont en train d'essayer de faire prendre la sauce, parce qu'il y a une volonté de développer l'hydrogène, mais pour l'instant, force est de constater que les démarrages sont difficiles. D'abord, les résultats d'électrolyse sont un peu décevants. Et puis, surtout, on n'a pas réussi encore à mettre en place l'adéquation. Donc, on a une bonne visibilité sur un certain nombre de métaux. Il y a des métaux comme le cuivre, où c'était évident, parce que le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition énergétique. On en a besoin dans toutes les technologies, comme l'aluminium également, parce qu'on en a besoin dans des technologies qui sont matures, comme l'argent, où là aussi, c'est utilisé pour des technologies qui sont matures. Donc, sur ces métaux-là, on sait qu'on va avoir des problématiques. Et ce qui est très intéressant, David, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens et à des croyances communes,
ce ne sont pas forcément les métaux dont on entend le plus parler qui vont être le plus stressés. Par exemple, le lithium dont on parle beaucoup, quand on regarde les études qui ont été faites par Emmanuel H, par exemple, de l'IFP Énergie Nouvelle, eh bien, on constate qu'en matière de lithium, on a sur la planète Terre largement assez de lithium pour répondre à nos besoins. Ce qui explique d'ailleurs, parce qu'il faut parler maintenant du cours de ces métaux. Et c'est vrai que quand on regarde les courbes sur plusieurs années, forte montée. Et puis pour le lithium et le nickel, grosse baisse l'an dernier, le cuivre qui remonte. Comment on explique cette forte variabilité, cette forte volatilité, encore une fois, dans les deux sens? Alors, les métaux sont des marchés, et les marchés de matières premières, généralement, on parle de marchés de boom and bust, c'est-à-dire d'explosion et d'effondrement. Pourquoi? Parce que les mécanismes d'ajustement de la production sont longs. Ouvrir une nouvelle mine, ça prend 17 ans. Donc, une mine d'une façon générale, l'Agence internationale de l'énergie estime qu'il faut en moyenne 17 ans dans le monde pour ouvrir une mine. Le seul cas un peu particulier, c'est le lithium, parce que vous avez les salars en Amérique du Sud qui ne sont pas vraiment des mines et qui sont plus faciles à ouvrir, qui prennent environ 5 ans. Mais grosso modo, en moyenne, c'est 17 ans pour ouvrir une mine de cuivre, une mine d'argent, une mine d'or. Donc ça prend très longtemps. Et donc c'est l'offre qui sert c'est l'évolution de l'offre qui fait... à tour de rôle, c'est-à-dire que si on regarde par exemple ce qui s'est passé dans les années 2000, où vous avez l'émergence d'une classe moyenne énorme en Chine et une demande qui explose, la Chine consomme 10% des métaux de la planète en 2000, en 2010, elle consomme 50% des métaux de la planète. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, 50% toujours. Et donc, dans cette période-là, la demande augmente très vite et l'offre a du mal à suivre. Et donc, vous avez des prix qui s'envolent. Et puis derrière, quand la Chine a un peu ralenti, la nouvelle offre arrive sur le marché, donc vous vous retrouvez dans le sens inverse avec trop d'offres et pas assez de demande. C'est ce qui explique la baisse, encore une fois. Lithium, nickel, cobalt. On a eu des baisses jusqu'à 80% l'an dernier sur le lithium, le cobalt en quelques mois. Comment on explique ça? Parce que ça paraît complètement orthogonal avec ce qu'on a dit avant. Alors là, sur la période plus récente, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cas particuliers. Le lithium, c'est parce que, je le disais, les mines se mettent en production beaucoup plus vite. Donc pour faire très court, les producteurs de lithium ont été beaucoup plus prompts à développer les mines de lithium que les constructeurs automobiles à vendre la voiture électrique. Et donc, que les consommateurs à acheter des voitures électriques. Et donc à court terme, on a trop de lithium. Ça ne va pas durer, mais pour l'instant, on a trop de lithium. Il faut arriver à mettre ces deux marchés en adéquation. Sur d'autres métaux, comme le cuivre, comme l'aluminium, comme le nickel, on a eu d'autres sujets. Le premier sujet parmi tous, c'est que l'année dernière, on a eu un ralentissement économique un peu partout dans le monde. L'activité manufacturière en Europe, aux États-Unis a diminué, la crise immobilière en Chine a été très profonde, et donc ça entraîne plutôt une baisse de demande de métaux. Curieusement, en réalité, la demande de métaux a augmenté l'année dernière, donc on aurait dû voir les prix monter. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que la Chine, en début 2023, décide de sortir de sa politique zéro Covid. Mais ça fait 2 ans qu'elle est dans le Covid. Et donc les entreprises ont constitué des stocks de métaux. Et donc il a fallu écouler ces stocks de métaux avant de voir les Chinois revenir à la demande sur le marché. Comme le prix d'une matière première se fait de façon instantanée, l'équilibre entre l'offre et la demande, on avait le plus gros acheteur du marché qui n'était pas là. Donc les prix ont baissé. Aujourd'hui, ces stocks sont apurés. Et c'est pour ça qu'on commence à voir ce que nous, on pense être le début du cycle très long d'appréciation des cours des métaux dû à la demande supplémentaire créée par la transition énergétique. Benjamin, on inclut ou pas le cuivre là-dedans, le fameux métal rouge, on l'a dit partout dans la transition énergétique, qui est au plus haut depuis quoi, 15 mois, je ne sais pas, on est... Oui, depuis 2022, on vient de dépasser les 10 000 $ la tonne. Voilà. Oui, bien sûr qu'on l'inclut. Pour vous donner, le cuivre est un très bon exemple. L'année dernière, je le disais, il y a eu un ralentissement économique un peu partout, donc on aurait pu s'attendre à avoir une baisse de la demande de cuivre. L'année dernière, la demande de cuivre en Chine a augmenté de 9%. Et la demande de cuivre dans le monde a augmenté de 4%. Pourquoi? Parce que si les activités traditionnelles ralentissent, dans le même temps, on continue d'accélérer sur la transition énergétique. Et donc la demande pour les éoliennes, pour les panneaux solaires, pour les voitures électriques, continue à augmenter. Et donc le cuivre devient de moins en moins un bon indicateur des activités traditionnelles de l'industrie. C'est de moins en moins Dr Copper et de plus en plus Dr Green. Et c'est ce qu'on a constaté l'année dernière. Donc le prix n'est pas monté l'année dernière parce qu'il a fallu écouler les stocks de cuivre. Aujourd'hui, les stocks sont revenus à un niveau plutôt historiquement bas. La demande est toujours là. L'activité manufacturière en plus se reprend. Et donc les prix du cuivre, logiquement, remontent. D'autant qu'on a un problème sur l'offre avec une activité minière qui a beaucoup de mal à suivre. Donc quelque part, c'est un peu une opportunité ou pas pour celles et ceux qui ont raté le premier train de la hausse sur le lithium, sur le cobalt, le nickel, quelque part cette correction qu'on a eue sur 2023, ça s'est repris un petit peu ou pas? Oui, bien sûr, ça s'est repris depuis le début de l'année, ça reprend à peu près 10%. Alors ça a pris un peu de temps, c'est ce qu'on attendait nous chez Ophi Invest AM.
Dans le début d'année, vous avez toujours une période de latence parce qu'il y a le nouvel an chinois qui arrive. Là, cette année, c'était début février et qui a duré jusqu'au 24 février. Dans cette période-là, l'activité chinoise ralentit et donc vous avez moins de consommation. Donc on s'attendait à avoir des marchés volatiles jusqu'à fin février, début mars. C'est ce qui s'est passé. Et depuis début mars, le cours des métaux est reparti très fortement à la hausse. Sur ce mois-ci, on a une progression qui est de l'ordre de 10% du cours de l'ensemble de ces métaux. Et pour nous, c'est probablement le début effectivement d'une tendance séculaire qui va nous emmener, du fait de la transition énergétique, sur des besoins de métaux qu'on aura beaucoup de mal à satisfaire et donc probablement une grosse appréciation du cours de ces métaux. Cependant, David, il faut quand même prévenir aussi nos auditeurs que, je le disais, les marchés de matières premières sont des marchés assez agités et on a une volatilité qui peut être importante. Donc, il faut être prêt à connaître des périodes un peu difficiles où vous pouvez avoir des corrections qui peuvent être violentes, hein, qui peuvent être de 10-15%. Et ça, il faut savoir l'encaisser aussi. Mais après, il faut savoir s'entourer de professionnels peut-être pour gérer ce genre de sujet. Benjamin, avant de se quitter, en même temps, on se dit plus fondamentalement, plus philosophiquement que si on veut que la transition énergétique ne soit pas trop inflationniste et que les voitures électriques ne soient pas trop chères, c'est quand même bien que le cours du lithium, du nickel ou autre soit bas aussi. Ça rend la transition énergétique plus acceptable et moins onéreuse. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut des initiatives comme celle qui a été menée par l'Europe de création du Critical Raw Materials Act. C'est ce qu'ont fait les Chinois avant et ce qu'on sont en train de faire aussi les Américains avec l'Inflation Reduction Act. Il faut sécuriser nos approvisionnements en métaux, soit en remettant des mines sur le territoire européen, en développant en tout cas des capacités de recyclage, en développant des capacités de raffinage, pour être maître de notre destin et garder une maîtrise sur le prix. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'il faut bien avoir en tête, quand même, David, c'est que cette transition, pour nous, est une vraie chance européenne. On n'est pas producteur de pétrole, on n'est pas producteur d'énergie fossile, et on est très peu producteur de métaux. Mais une fois qu'on aura construit cette première génération d'éoliennes, de panneaux solaires, de voitures électriques, dans 15 à 20 ans, ces métaux seront réutilisables. Et ils seront sur notre territoire. Donc on va acquérir une indépendance énergétique quelque part au travers de cette transition énergétique. Mais il va falloir d'abord passer cette période de 15 à 20 ans qui va être extrêmement compliquée et probablement inflationniste du fait notamment du cours des métaux. Allez, merci beaucoup. Explication signée Benjamin Louvet, directeur des gestions en matières premières chez Ophi Invest AM. Merci Benjamin. Merci David. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.